L'ERPA, établissement de régulation des prix agricoles en Nouvelle-Calédonie, vous présente votre magazine Au cœur de l'agriculture. Votre magazine est préparé en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie. Pour améliorer son autosuffisance, le pays a lancé de grands projets qui devraient changer le visage de l'agriculture de demain. Louer sa terre pour cultiver, développer de nouveaux élevages de poulets pour contrer l'import ou encore produire plus de fruits et légumes toute l'année, même en saison chaude. Des projets qui doivent permettre d'augmenter la production et la consommation locale. Pour en parler plus en détail, on reçoit Nicolas Mesdorf, nouveau membre du gouvernement chargé entre autres du secteur de l'agriculture. Allez, suivez-moi, c'est parti. Nicolas Mesdorf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous devez avoir un emploi du temps maintenant bien chargé quand même. Oui, c'est vrai. Alors on est ici au marché. C'est un lieu de rencontre quand même particulier puisqu'on retrouve les produits des agriculteurs mais aussi les consommateurs. Alors on va parler justement de l'agriculture aujourd'hui, cette filière agricole qui tend à évoluer et à se développer. C'est justement pour ça qu'a été créée une politique publique agricole et provinciale qui a été initiée en 2014 et mise en place en 2016. Son objectif, atteindre 30% de la consommation de produits locaux en Nouvelle-Calédonie d'ici 2025. C'est ça. Cet objectif-là, aujourd'hui, on en est loin puisqu'on en est à 18%. Est-ce que ce n'est pas... Oui, mais on a augmenté. Ah, de combien alors? Écoutez, c'est simple à retenir. On était à 14% en 2014 et on est passé à 18% à la veille de 2018. Donc, on a considérablement augmenté le taux de couverture. Pourquoi on a lancé cette politique agricole? Tout simplement parce qu'on considère que la Nouvelle-Calédonie doit pouvoir se nourrir avec ses produits, avec ses propres produits. Une île comme la Réunion, qui est une île qui est 2 fois grande comme Lifou, mais où il y a 800 000 personnes, ils ont un taux de couverture de 50%. C'est-à-dire que 50% de leur consommation vient de leur île. On se dit, nous, qu'à 15%, quand même, on pouvait faire mieux. Voilà. Donc c'est un objectif qui est comme malgré tout réalisable. Ah oui, on ne se fixe pas des objectifs utopiques. Le but, c'est d'y arriver. On considère que 30% en 2025, c'est largement atteignable. D'ailleurs, vous le voyez, on est dans les temps. Alors, afin d'atteindre justement ces 30%, vous avez mis en place différentes stratégies pour atteindre ces 30%, notamment en ce qui concerne la filière, céréales. Il faudrait qu'elle passe de 9 à 38% de production. Pour la filière bovine, de 62 à 85%. Toujours production locale. Pour la filière avicole, l'objectif est de passer de 8 à 30% de production d'ici 2025, ce qui est énorme. Et la filière fruits et légumes devrait passer de 58% à 75% de production. C'est vraiment bien, Monsieur Mesdorf, si on se concentre sur le maraîchage, puisque la demande en fruits et légumes est vraiment importante par les consommateurs. Où en est-on de cet objectif vraiment en ce qui concerne les fruits et légumes? Alors, sur la filière fruits et légumes, on a augmenté la production de 30% en 3 ans. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas suffisant. Certes, mais on a enrayé l'hémorragie, parce qu'on avait du mal à fournir le consommateur. Vous allez dans la rue, ici au marché, et vous demandez aux gens s'ils sont satisfaits de l'offre qui leur est faite. Ils vont vous répondre qu'il n'y en a pas assez. On a tendance à augmenter parce qu'on a mis en place des systèmes d'investissement en province sud qui permettent de booster les entreprises agricoles et de moderniser leur outil de production pour pouvoir augmenter la production. Alors augmenter la production, produire plus, c'est bien, mais c'est aussi important de produire de manière plus régulière, c'est-à-dire toute l'année, que les consommateurs puissent avoir par exemple des salades et des tomates en janvier au moment où personne n'en produit, ou alors des fraises en hiver. Comment ça, ce sera possible? Est-ce qu'il ne faut pas diversifier les types de cultures peut-être? Alors, on peut diversifier, mais il faut ne pas oublier que l'agriculture, c'est la nature. Et en janvier, pourquoi on ne produit pas de salade? Parce qu'il fait trop chaud, malheureusement. Et la salade a besoin de températures basses à un moment pour pouvoir se développer. Et donc, en janvier, en Nouvelle-Calédonie, même si on va pouvoir s'améliorer, on n'aura toujours pas autant de salade qu'en juin, juillet, septembre. Ça ne sera pas possible. C'est la nature. Il faut juste se souvenir que l'agriculture, c'est aussi une relation avec la nature. Alors bien sûr, on essaie de diversifier les cultures, de trouver des variétés qui puissent se développer au mieux en Nouvelle-Calédonie et sous son climat. Mais il faut apprendre aussi aux consommateurs qu'on ne peut pas trouver des fruits et légumes tout le temps, toute l'année,
au même prix parce qu'on ne peut pas produire les mêmes légumes tout au long de l'année. Alors on peut peut-être pas trouver des fruits et des légumes toute l'année. Du coup, une autre solution, ce serait peut-être de diversifier C'est ça, l'agriculture. c'est ça. Comment vous... Ah ben ça, ce sont les producteurs qui doivent se mettre d'accord, ils doivent s'organiser. Mais ça fait longtemps qu'on le dit, ça. En coopérative, vous savez, pour que les producteurs ne plantent pas la même chose. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les producteurs se mettent à planter les mêmes productions. Alors, ils arrivent sur le marché avec cette même production, les prix sont très bas, donc ils ont du mal à gagner de l'argent. Et finalement, le consommateur, il n'a que ces produits-là, certes pas cher parce qu'il y en a beaucoup, mais du coup, il n'a pas le reste. Et donc, tout vient de l'organisation en amont des producteurs pour qu'ils apprennent finalement à diversifier eux-mêmes leur production. Alors justement, la coopérative, c'est une initiative vraiment des agriculteurs qui prennent vraiment les choses en main. Il y a une coopérative, la première coopérative maraîchère du pays qui a vu le jour en milieu d'année. Depuis 30 ans, on attendait ça. Voilà, donc c'est déjà bien. Ouais. Cette coopérative, elle est agréée par le gouvernement. Oui. Dans le cadre justement de cette politique publique, agricole et provinciale. Nicolas Mesdorf, avant de continuer, je vous propose de regarder un reportage. Ah bah, tant mieux. L'INSEE WAMO est parti à la rencontre d'un des agriculteurs qui fait partie justement de cette coopérative. Direction donc la Tamois et on se retrouve juste après. Âgé de 21 ans, Grégory se lance dans l'agriculture responsable, c'est-à-dire limiter dans la mesure du possible l'utilisation de pesticides. Et ses alliés dans cette tâche se cachent partout dans sa plantation. Voilà, donc ça c'est ce genre de coccinelles qu'on voit un peu partout. Donc ces coccinelles-là, ce sont des auxiliaires de culture. Elles permettent de combattre les ravageurs de toutes les cultures, c'est-à-dire les chrysomèles, tout genre d'insectes qui nuisent aux cultures. Chez nous, on en a beaucoup parce qu'on limite au maximum l'utilisation de produits phytosanitaires. Aujourd'hui, Grégory doit écouler ses stocks de pommes de terre. Et il ne les écoulera pas au marché. Ces pommes de terre iront tout droit dans les chambres froides de la COP 1, la coopérative des agriculteurs de Nouvelle-Calédonie. Avant que la coopérative COP 1 soit créée, on était liés à nous-mêmes. Et donc à chaque récolte, il fallait récolter au plus tôt pour arriver le plus tôt possible devant le client et qu'il prenne nos produits au lieu de prendre celui des autres. Parfois, il arrivait qu'on négocie le prix au téléphone et que quand on arrive devant le client, il nous propose un tiers en moins du prix. Donc voilà à quoi ça sert d'avoir créé la coopérative. C'est pour ne plus avoir de surprise lorsqu'on récolte. C'est ici que les pommes de terre de Grégory et les autres fruits et légumes des autres agriculteurs attendent leurs clients. Ces clients, c'est la coopérative qui s'occupe de les trouver. Des clients divers et variés. Je t'ai amené ça. Ça peut être très bien des cantines, des supermarchés, des hôtels, des APE. Enfin, ça peut être vraiment un panel divers et varié. Donc après, mon rôle aussi au sein de la COP, donc j'ai pas encore pu mettre en pratique, mais c'est de créer un cahier des charges avec tout ce qu'on peut appeler une espèce de normalisation sur les fruits et légumes, c'est-à-dire tous les produits qui rentrent dans la COP, essayer de les classifier par un premier choix, deuxième choix, pour après redistribuer en fonction des volontés des clients et des besoins des clients. S'ils ont besoin plus de grosses courgettes parce que c'est de la transformation, je vais diriger plus vers tel et tel client en fait. Ce n'est pas un hasard si Grégory dépose aujourd'hui ce stock de pommes de terre et pas plus. En effet, pour assurer davantage l'écoulement des produits, la coopérative a mis en place un calendrier pour chaque agriculteur. La coopérative, avant tout, c'est un esprit collégial. C'est 12 agriculteurs qui se réunissent, qui se mettent autour de la table, qui disent ben voilà, moi avec dans la région où je suis, je peux planter de telle période à telle période tel produit. Donc j'aimerais planter telle quantité. Ensuite on regarde par rapport à ce qui est consommé par le marché de gros avec un historique des années précédentes. Et de là on se dit bon ben ok, on se partage un petit peu chacun, par exemple chacun plante 3000 plants de courgettes par mois. Non pas un qui va en planter 6000 et l'autre qui ne pourra pas en avoir.
Certains stocks de fruits et légumes peuvent ne pas trouver de clients et terminer leur jour dans la chambre froide. Toutefois, cette coopérative a tout de même le mérite de s'engager dans la préservation de l'environnement et la santé de la population. Alors Nicolas, on vient de voir dans ce reportage que la plupart des agriculteurs produisent bio ou alors sont labellisés agriculture responsable. Je rappelle que l'agriculture responsable, on utilise quand même des pesticides, mais de manière raisonnée, donc pas tout le temps. On est au marché d'ailleurs, il y a plein de fruits et légumes, j'imagine qu'ils ne sont pas tous bio ou produits de manière responsable, pas beaucoup même. Est-ce qu'il n'y a quand même pas le risque en produisant plus d'utiliser quand même plus de pesticides malgré tout? Alors, il faut savoir déjà un chiffre à retenir qui est que la production locale est une production saine, qu'elle soit bio, responsable ou conventionnelle. On est à 95% conforme avec la réglementation, la production locale, contre 65% conforme la production importée. Donc consommer local, ça sera toujours mieux que de consommer des produits importés, quelle que soit notre agriculture. Ensuite, oui, pour augmenter la production, il va falloir aussi que l'agriculture conventionnelle prenne toute sa place. Je pense qu'il y a un marché suffisant pour pouvoir écouler la production biologique, la production responsable et la production, on va dire, conventionnelle. Parce que si on a besoin de produire de meilleure qualité, il faut aussi pouvoir mettre des quantités sur le marché, d'accord? Et donc, il faut produire beaucoup. Donc ça nécessite parfois, c'est vrai, l'intervention de pesticides. C'est la difficulté d'allier la qualité et la quantité. C'est ça. Alors, la voie d'avenir, c'est cette entre-deux. C'est l'agriculture raisonnée, où il n'y a pas un traitement automatique, on va dire, et systématique des cultures, mais vraiment au cas de grosses attaques d'insectes ravageurs. Il y aura des contrôles quand même Ah oui, sur l'agriculture responsable raisonnée, où il y a un label, il y a des contrôles et il y a surtout un cahier des charges très strict que les agriculteurs s'engagent à respecter pour que le consommateur, lui, ait confiance dans la production qu'il achète. Alors pour la filière céréales, par exemple, l'objectif sera de passer à 2 cycles de production au lieu d'une. Comment là, ce sera aussi possible sans favoriser les intrants chimiques? Alors, ce qu'il faut dire déjà sur la production de céréales, c'est qu'on l'a doublé en 2 ans. Donc on est très satisfait de nos résultats. On est maintenant autosuffisant en maïs, c'est-à-dire qu'on n'importe plus de maïs en Nouvelle-Calédonie, tout est produit sur le territoire. On n'y arrive pas en augmentant les pesticides ni les engrais, on l'augmente en faisant ce que vous avez dit, en ayant une culture pendant la période hivernale, pendant la période fraîche, pas hivernale parce qu'il ne fait pas trop froid en Nouvelle-Calédonie, et une pendant la période, on va dire, sèche de fin d'année, d'accord? Et donc, ces 2 cultures mises côte à côte dans l'année permettent finalement d'augmenter la production. Et c'est comme ça qu'on y est arrivé. Alors pour la filière céréales, c'est vraiment une bonne nouvelle. En parlant de la filière avicole, cette fois-ci, l'augmentation de la production passe aussi par une filière petits poulets, Oui. c'est-à-dire des poulets de 6 semaines. Comment là aussi c'est possible d'allier la qualité et la quantité avec ces poulets-là? Alors, en Nouvelle-Calédonie, on produit du poulet d'une grande qualité, mais il est cher. Et le poulet est la protéine, on va dire, la plus abordable pour les Calédoniens moyens. D'accord? Et donc le poulet importé, qui est un poulet... Oui, on mange énormément de poulet, mais parce que c'est pas cher. Et nous, Calédoniens, on a du mal à produire du poulet pas cher parce qu'on a des coûts de production très élevés. Et donc l'objectif de la filière petit poulet, c'est de diminuer nos coûts de production pour diminuer le prix final du poulet afin de prendre des parts de marché sur l'importation. C'est ça l'objectif. À combien il sera au kilo par exemple ce petit? Écoutez, on l'estime aujourd'hui aux alentours de 800 francs, d'accord? Pour un poulet aujourd'hui local qui a plus de 1000 francs du kilo. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce poulet importé qui est vraiment très concurrentiel parce qu'il est très bas de gamme et de très mauvaise qualité, il est lavé à l'eau de javel, il est piqué aux hormones, donc c'est pas très bon de le manger quand même. Et donc là aussi, on produira plus et on arrivera à garder quand même une qualité sur ce poulet. Ah ben, vous savez, quand on produit plus, on fait des économies d'échelle. Donc l'idée, c'est de produire beaucoup de ces petits poulets pour étaler les coûts sur plusieurs milliers de poulets de manière à ce qu'on puisse le vendre pas cher. C'est ça l'objectif, c'est un petit peu d'arrêter de produire un petit peu et donc du coup de vendre très cher, mais c'est de produire beaucoup pour pouvoir produire moins cher. Ça, parce que les consommateurs, ils ont besoin, s'ils ont besoin de manger du poulet, ils vont quand même acheter du poulet pas trop cher. Moi je comprends les Calédoniens, bien sûr, on ne peut pas toujours acheter un poulet fermier très très cher, il faut aussi pouvoir nourrir des familles nombreuses parce qu'on a des familles nombreuses en Nouvelle-Calédonie et on a donc besoin d'avoir des protéines pas chères. Après c'est vrai que c'est important d'avoir de la qualité et là justement, dans la filière agricole, il y a une production actuelle de poulets fermiers haut de gamme, d'ailleurs qui vont bientôt être labellisés.
Nicolas, je vous propose, avant de continuer, que l'on regarde un reportage direction Point-Dimier, Allons à Point-Dimier. J'ai Mérou, c'est ça? Oui. Je sais pas, faut demander aux gens. Voilà, tout de suite. C'est un reportage réalisé par Ismaël Wakaseou à Point-Dimier. Donc là, on a les reproducteurs qui sont en cours de ponte, donc avec des coqs et des poules forcément. Ils sont arrivés il y a plusieurs mois de métropole. On les commande donc à un organisme qui fait de la génétique. Donc voilà, donc on a des poules et des coqs qui sont faits pour faire du poulet fermier en fait. Avec ces poulets, l'objectif est avant tout de rechercher la qualité gustative du produit. Les qualités organoleptiques, c'est tout ce qu'on ressent dans la bouche. Donc la tendreté, la jutosité, l'aspect persillé de la viande, voilà, c'est vraiment ce que tu ressens. Et donc ce poulet a été sélectionné pour donner justement des qualités organoleptiques optimum. Chaque jour, les œufs sont ramassés et placés dans des incubateurs et éclosoirs pendant 21 jours. Et ces caisses, par un système de retournement automatique, vont vraiment remplacer complètement la mère poule, quoi. Ils passent ensuite dans les éclosoirs et, pendant 3 jours. Et ensuite, ils sortent. Les poussins naissent dans ces casiers. Et ensuite, on passe en salle de vaccination. Donc nous, on a choisi le Coonu à chair jaune. Pour ses qualités rustiques. Donc ils sont connus, donc ils sont moins sensibles aux parasites. Tous les mardis, c'est environ 1000 de ces poussins qui sont distribués aux 25 producteurs de la zone. Allons voir un peu comment se portent et grandissent ces poulets. Direction donc la tribu de Wagap, où se trouve un des producteurs. C'est là les petits poussins, faut que tout de suite ils puissent s'alimenter et boire très rapidement pour avoir une croissance régulière jusqu'à la fin, jusqu'au bout des 84 jours d'élevage, quoi. Donc ils sont nourris et abreuvés à volonté, quoi. Au bout d'un mois, les arches, il va ouvrir les bâtiments et les poulets iront courir à l'extérieur et ils iront manger ce qu'ils trouvent en complément de ce qu'on leur donne en céréales, quoi. Jean Éloi, aujourd'hui président du GIE Meru, est un des premiers fondateurs de la filière poulet fermier. Une filière d'avenir qu'il faut maintenir et surtout développer au sein de la tribu. Notre objectif, c'est de faire valoir le produit et puis de permettre de motiver les gens à ne pas sortir de la tribu. Exemple, à l'heure actuelle, on parle beaucoup des mines. Mais il y a une recherche qui est à notre disposition au niveau des tribus. L'objectif dans ce temps, c'est de maintenir cette filière, mais décentralisée au niveau de la côte est. Comment sont préparés ces poulets avant de se retrouver dans nos assiettes? Ouais. Donc, là, ici, on est dans l'atelier de découpe. Donc là, il y a Karl et Pierrot qui découpent des poulets qui ont été abattus hier. Ils ont passé une nuit en chambre de rétuage, donc un frigo avec une ventilation assez forte et à une température basse, à 1 degré. Donc ce qui permet d'avoir une qualité optimale du produit. Donc là, rien n'est perdu. Là. Tu vois, il y a Julien qui est en train de travailler les carcasses. Là. Donc, il récupère le cou et les carcasses, qui sont vendus après pour faire soit de la soupe, soit il y en a qui achètent pour leurs chiens. On essaye de tout valoriser, quoi. Chaque semaine ici, 700 poulets sont abattus, préparés puis livrés en grande surface pour la consommation. On fait la dernière présentation, l'étiquetage, la mise en barquette et ensuite c'est pesé. Et le prix est mis dessus avec un code barre pour les grandes surfaces. Une fois que c'est préparé, c'est mis après
en frigo de stockage avant d'être chargé dans le camion de livraison. Donc là, par exemple, on a un poulet entier qui est prévu pour un de nos clients, quoi. On vient de voir dans le reportage des fermes avicoles comme celle-ci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont voir le jour dans les années à venir? Non, enfin en tout cas, ce n'est pas l'objectif de la politique publique. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est du poulet d'une très grande qualité et qui est vendu cher. D'accord? Nous, l'objectif, c'est de produire du poulet de moyenne gamme, c'est-à-dire avec des méthodes plus intensives, mais du coup de pouvoir le vendre moins cher aux Calédoniens. Donc ça, c'est le système d'élevage de poulet qu'on connaît en Nouvelle-Calédonie, qui a fait ses preuves, qui a une certaine clientèle et qui est produit de manière parfaite. Mais maintenant, il faut s'attaquer aux gammes en dessous. Et donc nous, on se lance dans cette voie-là. Afin de développer justement tous ces projets-là, qui sont quand même vraiment importants pour développer la filière agricole, est-ce qu'il ne faudrait pas mutualiser les moyens, comme par exemple avec la coopérative, et par là peut-être louer sa terre pour pouvoir favoriser la culture, ou alors justement mettre en place ce qui est déjà mis, les baux ruraux. D'ailleurs, les baux ruraux, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors déjà sur la mutualisation de moyens, ça c'est l'avenir parce qu'il ne faut pas oublier qu'une exploitation agricole est avant tout une entreprise. Et donc si on achète son propre tracteur très gros, sa propre charrue, son propre stockyard, on augmente les coûts de l'entreprise et on est obligé de vendre une production très très chère ou alors on a du mal à rentrer dans les clous. La mutualisation, là encore, permet d'étaler les coûts chez l'ensemble des agriculteurs et pouvoir être compétitif sur le marché. Donc ça, c'est vraiment une voie d'avenir. Là aussi, ça fait des années qu'on le dit et ça commence à voir le jour grâce notamment aux coopératives. Ensuite, sur la question des baux ruraux, c'est quoi les baux ruraux? C'est une loi qui encadre les systèmes de location agricole. On a très peu de locations en Nouvelle-Calédonie. 15% de la production agricole vient seulement des locations. Pourquoi? Parce que les gens ne se font pas confiance entre les propriétaires et les locataires. Alors, on a souvent peur de louer sa terre à un inconnu, on ne sait pas ce qu'il va y faire et le locataire se dit... C'était pas vraiment encadré en fait. Voilà, c'est ça. Et le locataire se dit peut-être qu'il va me mettre dehors au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc la loi, elle pose des conditions, elle pose des règles qui sont censées rassurer les deux parties de manière à mieux contractualiser les locations. Et pourquoi on se penche vers la location de terre? Parce qu'aujourd'hui, acheter une terre est quasiment impossible. Tout le monde connaît le prix du foncier en Nouvelle-Calédonie. Il explose. Et donc, l'accès au foncier va passer maintenant par la location. Alors c'est vraiment bien. Et par contre, qu'est-ce qu'il en est des terres coutumières? Parce qu'elles représentent quand même un fort potentiel économique. Aujourd'hui, il y a encore 500 000 hectares de terres coutumières qui ne sont pas utilisées. Est-ce que là aussi, il y a un avenir avec les terres coutumières? Pour produire en agriculture, il faut de la terre. Et quand on regarde la Nouvelle-Calédonie, on remarque qu'il y a 2 fois plus de terres coutumières que de terres privées. Mais aujourd'hui, seules les terres privées, finalement, participent à la production agricole de manière importante. Donc on se dit, comme il y a de la terre en terre coutumière, autant aller pouvoir produire sur ces terres-là en accord avec les propriétaires coutumiers. Donc l'idée, c'est de faire ce qui a été prévu par l'accord de Nouméa, c'est-à-dire des baux ruraux sur terre coutumière, de manière à dire aux propriétaires coutumiers, si vous le voulez, si vous le souhaitez, vous pouvez louer votre terre à des chefs d'entreprise, à des investisseurs, à des agriculteurs qui viennent la mettre en valeur et qui, en contrepartie, vous donne soit une partie de la production, soit un loyer, etc. Mais c'est sûr qu'on aura besoin des terres coutumières parce que c'est une surface aujourd'hui importante en Nouvelle-Calédonie. Elles sont souvent dans des zones où il pleut souvent et donc on a besoin d'eau pour produire aussi. Et donc on compte vraiment sur les terres coutumières pour pouvoir aider la Nouvelle-Calédonie à devenir autosuffisante. Et est-ce que ça leur a déjà été proposé? Alors la loi de pays a été déposée sur le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. J'ai été la défendre au Conseil d'État à Paris. Elle est désormais sur le bureau du Sénat coutumier et c'est donc là que les discussions vont commencer avec les représentants des coutumiers en Nouvelle-Calédonie, avec le Sénat, de manière à trouver les équilibres nécessaires à travers cette loi pour qu'elle soit la plus efficace possible une fois qu'elle sera en place. Donc si jamais les propriétaires des terres coutumières sont d'accord, est-ce qu'ils devront aussi mettre en place ce système des baux ruraux avec les agriculteurs? S'ils le veulent, les baux ruraux, c'est pas une obligation. Ah non, c'est pas une obligation. Si vous êtes propriétaire et que vous voulez pas louer votre terre, il n'y a pas de baux ruraux. Mais si vous voulez louer votre terre, vous pouvez choisir de passer par un bail rural qui vous apporte la garantie d'avoir un revenu suffisant et surtout que votre terre sera bien mise en valeur par le locataire. Et est-ce que ce système-là, justement, ça va vous permettre d'augmenter la production? Oui, parce qu'aujourd'hui, ça va permettre à des gens qui n'ont pas de terre ou qui n'en ont pas assez de pouvoir accéder à des terres avec lesquelles ils ne sont pas propriétaires. Mais
accéder à ces terres-là pour pouvoir produire plus. Parce qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs qui souhaitent s'agrandir, mais ils ne peuvent pas acheter du foncier en plus parce qu'il est trop cher. Et donc, ils essayent d'en louer à droite, à gauche. Et souvent, ils sont confrontés donc, aux terres coutumières qui n'ont pas de système de location très pérenne. Et donc, aujourd'hui, les baux ruraux sont là pour faciliter ça. Donc il y a de l'espoir, il y a de l'avenir pour l'agriculture, en tout cas en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr qu'il y a de l'avenir pour l'agriculture. Si on n'est pas optimiste, il faut arrêter tout de suite. C'est ça. On espère atteindre du coup les 30%. 18% en 2018, ça fait 25% en 2025. Bon, il va falloir accélérer encore un petit peu, mais c'est grâce aux terres coutumières qu'on va y arriver. C'est ça, c'est un appel, on peut Voilà, dire. c'est ça. Ouvrez-nous les terres coutumières, c'est ça. Merci en tout cas à Nicolas, parce que l'émission touche à sa fin. D'accord, déjà, c'est triste. Voilà, déjà. Ben, c'était vraiment un plaisir. Pour nous, c'est la dernière émission d'Au cœur de l'agriculture. Mais le sujet, bien sûr, va être traité sur Calédonia sous d'autres formats, de manière on sera différente. là pour accompagner Calédonia dans ses démarches. Ben, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on vous dit à l'année prochaine. Votre magazine Au cœur de l'agriculture vous a été présenté par l'ERPA, l'établissement de régulation des prix agricoles en Nouvelle-Calédonie.